Moi, ma théorie, c'est que les Russes, les Chinois et Trump ont un peu divisé le globe, où ce que la Russie dit « Moi, je fais mes choses en Europe sans qu'on me dérange ». La Chine s'occupe de l'Asie-Pacifique et l'Amérique dit « L'Amérique est à moi ». Donc, on ne verra pas les Russes ou les Chinois débarquer à Cuba. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui perdent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast pour un autre épisode. Très content de recevoir à nouveau Éric Sauvé, ancien officier des Forces armées et PDG de Innovigo. Fait qu'un gros merci de ton retour. Merci, deuxième fois, comme tu dis. En pas longtemps. Oui, c'est ça, assez rapidement. Je pense que le monde t'a bien aimé, puis toi, t'as aimé la participation la première fois. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, on a parlé de l'Iran, puis là, on parle d'un autre sujet qui m'intéresse. On va parler de Cuba aujourd'hui. Là. Exactement, on va parler de Cuba parce que justement, ça commence à... Ben, en tout cas, sans jeu de mots, ça commence à chauffer là-bas. Fait que on va commencer avec la première question, dans le fond, c'est quelle est la situation à Cuba? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le portrait un peu? Là? Qu'est-ce qui arrive, c'est que les Américains ont fait un blocus naval vraiment sur le pétrole à Cuba depuis janvier. Donc, on a un gros problème d'électricité parce que l'électricité est générée par le pétrole. Il y a des pannes d'électricité comme, mettons, 20 heures par jour, des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, des gens qui ne peuvent pas être opérés, les écoles sont fermées, les transports sont au minimum. Donc, l'Amérique a étranglé un peu Cuba dans le but de faire tomber le régime. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Et le problème, c'est que là, c'est les gens qui souffrent. Le régime est comme un peu isolé parce qu'eux, ils ont de l'argent, eux, ils ont du pétrole, eux, ils ont des génératrices. Mais la population souffre énormément depuis janvier. Et puis, à ça, s'est rajouté le déploiement d'un porte-avions, le USS Nimitz, dans la région. Ils ont mis en arrestation Raúl Castro, qui est le frère de Fidel, qui est rendu à 94 ans, pour avoir été impliqué dans le fait d'avoir abattu 2 avions. Des années 90. Oui, ça fait longtemps, exactement. Ils l'ont mis en accusation. Ça commence à ressembler un peu à ce qu'ils faisaient au Venezuela, c'est-à-dire de se donner une raison pour aller intervenir à Cuba. Mm-hmm. Puis là, quand ça va arriver, bien là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on ne le sait pas. Mm-hmm. Puis là, le but, dans le fond, c'est de mettre des sanctions, créer le chaos pour que le peuple se soulève contre leur gouvernement. C'est un peu le but? Ça, c'est un peu du wishful thinking, si tu me passes l'expression. Là, ouais. C'est un peu espérer que ça va se passer. Mais la même chose a eu lieu en Iran. Ils n'ont pas donné les moyens aux Iraniens de se soulever contre le gouvernement. Et puis là, ils espèrent que les gens vont se soulever. Mais les gens à Cuba, tu sais, la révolution, ça date des années 60. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils vivent sous le joug. Les gens n'ont pas d'armes. Les gens n'ont pas de moyens de s'organiser parce que la police secrète, le renseignement est là. D'espérer qu'ils se soulèvent, c'est vraiment, j'appellerais ça un long shot. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une pression militaire de plus en plus. Ils ont laissé passer un pétrolier russe depuis le début. Il va falloir qu'ils laissent un peu les gens comme respirer un peu. Sinon, il va y avoir une vraie crise humanitaire. Puis le reste de la planète va dire, on va demander aux Américains de relâcher ou soit d'intervenir. Parce que la crise humanitaire, je ne crois pas qu'elle va mener à un résultat politique. Il faut que tu comprennes qu'à Cuba, il y a
certaines parties de la population, la frange la plus haute, qui contrôle l'économie. C'est dirigé par le militaire. Une organisation qui s'appelle GAESA. Je ne me souviens pas le terme exactement en espagnol, mais eux contrôlent les hôtels, contrôlent le tourisme. Eux bénéficiaient énormément de ça. Ils n'en bénéficient plus, mais eux ne vont jamais se retourner contre le gouvernement. C'est le gouvernement, tu comprends? C'est eux qui dirigent. Non, ils ont tout à gagner parce qu'ils font partie de ceux qui ont le pouvoir puis qui sont corrompus. Ils ont tout à gagner puis ils ont tout à perdre si ça tourne mal. Parce que là, ça fait des années que Cuba, c'est une épine dans le pied des États-Unis. Si on revient là, avec la révolution de Castro en 59, il y a eu la crise des missiles. Ils ont emmené des missiles russes. Il y a eu l'invasion de la baie des Cochons. Il y avait des drones, pas des drones, à l'époque, c'était des avions russes qui étaient là. Ça fait longtemps que les Américains veulent régler le problème de Cuba. Et moi, mon point, c'est que militairement, Cuba, ce n'est plus une menace depuis les années 90. Depuis la fin de l'Union soviétique, là, si on regarde leur armement, là, c'est ridicule. C'est de l'armement soviétique des années 70-80. C'est pas quelque chose qu'ils vont utiliser nécessairement pour aller frapper la Floride ou Key West. Alors, de dire que c'est une menace, c'est pas vrai. C'est exagéré, ben raide. C'est complètement exagéré, mais Trump, c'est un homme, il vient d'avoir 80 ans, là. C'est un homme d'une autre époque qui a connu la révolution cubaine, qui a connu Castro, qui veut régler des problèmes. On l'a vu avec l'Iran, qui est un problème depuis la révolution 79. On l'a vu avec le Venezuela, qui était un problème depuis Chavez. Et puis là, ben, son prochain objectif, selon moi, c'est Cuba. Et il met les choses en place. Il y a eu des rencontres entre le directeur de la CIA et des hauts placés, dont le petit-fils de Raúl Castro. Donc, la famille Castro est encore très influente. Il y a eu des rencontres avec le général qui commande l'Amérique latine, dans le fond. Les Américains ont divisé le monde. Il y a un commandant pour le Moyen-Orient, un commandant américain qui s'occupe de la région. Il y en a un pour l'Asie, il y en a un qui s'occupe de l'Amérique latine. C'est très rare que lui se déplace pour rencontrer des dirigeants. Il est allé à la base de Guantanamo, qui est une base américaine sur Cuba, et il a rencontré des généraux. Donc, il y a beaucoup de tractations en espérant faire changer les choses, ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais c'est quoi le but ultime? Est-ce que c'est seulement de faire tomber le régime ou c'est de frapper Cuba du haut des airs? Puis encore une fois, de prendre la population en souricière, la population qui va souffrir encore une fois parce que des dirigeants avec des gros égos veulent se partager un peu le contrôle de l'île. Mais ça a tout le temps été ça, man. Tu sais, ça a tout le temps été les États-Unis qui veulent, encore une fois, expandre tout leur impérialisme, là, tu sais. Puis ça, c'est ça qui fait chier. Parce que, tu sais, comme on se le disait avant qu'on enregistre, tu sais, moi, l'histoire de comment Cuba est allé chercher sa souveraineté, son indépendance, moi, tu sais, qui est souverainiste, tu sais, je ne peux que regarder ça de manière quasiment vénérée, là, tu sais. Puis là, comme je disais tout à l'heure, sauf quand ça a tombé en dictature, là, ça, je suis zéro d'accord avec ça, là, puis c'est là que je décroche au bout, là. Mais tu sais, de comment à 2 reprises, ils ont voulu aller chercher leur indépendance une fois contre l'Espagne, puis après ça, contre les États-Unis qui voulaient diriger le pays en dessous de la table, tu sais, là, fait que... Mais encore une fois, c'est la même affaire. C'est comme si on veut pas les laisser vivre, esti, tout ça. Puis comme tu le dis, moi non plus, je pense pas qu'ils sont une menace. Tu sais, quand il est arrivé la crise des missiles, à moins qu'il y ait des informations qui me manquent. Mais je me souviens, en tout cas, dans un documentaire que j'avais écouté, c'était Fidel Castro essayait beaucoup d'aller aux États-Unis, d'aller à Washington, d'aller créer un lien, hey, on va avoir un partenariat ensemble. Mais à chaque fois, c'était non, nous, on va reprendre nos compagnies américaines, on va diriger le pays. Il a été repoussé directement. Aussitôt qu'il s'est déclaré communiste, et moi, je pense que c'est un opportuniste aussi. Je pense pas qu'il l'était, mais il a vu qu'il n'y avait pas de possibilité de travailler avec les États-Unis. Il s'est tourné vers l'autre puissance soviétique. Mais je veux revenir... Parce qu'il n'y avait pas le choix, par exemple. Non, il n'y avait pas le choix. À l'époque, il fallait que tu sois aligné avec un ou l'autre, exactement. Mais je veux revenir à ce que tu as dit, parce que ça part de loin. Hein, la doctrine Monroe, là, dans le fond, là, les États-Unis ont été créés en 1776, puis dès 1823... Le président Monroe a déclaré ce qu'on a appelé la doctrine Monroe, qui n'était pas un long speech. C'était l'équivalent de quand Trump va au Congrès puis fait son speech annuel. Là, il parle pendant 2 heures. Monroe est allé et il a déclaré assez clairement que l'Amérique appartenait aux Américains et l'Europe appartenait aux Européens. Et qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? C'est qu'il y avait la Russie du tsar qui avait des visées expansionnistes dans l'Ouest. Il y avait les puissances espagnoles, portugaises qui avaient perdu leur empire. Il y avait l'Angleterre qui voulait se rétablir économiquement aux États-Unis.
Et Monroe a déclaré, si vous venez faire du commerce, en fait, du commerce, c'est tolérable, mais si vous voulez vous implanter, on va voir ça comme une menace à notre sécurité. À l'époque, c'était assez audacieux parce que les Américains n'étaient pas une puissance. Ouais, c'est ça. C'était un peu, mettons, frapper plus haut, puncher plus haut qu'on est capable, mais ça a été respecté. Le problème, moi, j'ai travaillé j'ai étudié sur l'Amérique latine longtemps. Le problème, c'est que c'est devenu, l'Amérique latine, c'est notre arrière-cour pour les Américains, et on décide de ce qui se passe. Tu sais, les Américains n'ont pas bonne réputation en Amérique latine parce qu'il y a eu des coups d'État au Chili, au Guatemala, au Nicaragua, Grenade. Les Américains ont toujours fomenté des révolutions pour mettre des gouvernements qui leur étaient favorables. Le Panama aussi. Le Panama, entre autres. Il y en a eu plein avec l'implication de la CIA aussi. Fait que les Américains ont vraiment pas bonne réputation. À Cuba, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Américains ont suivi le développement de quand Castro est arrivé. Ça a pris 3 ans avant de prendre le pouvoir. Et à l'époque, c'était Batista, c'était un dictateur. Puis la Havane, c'était carrément le bordel de l'Amérique. Là. La Havane, il y avait des casinos, de la prostitution. C'est l'équivalent de Las Vegas, si tu veux, où ce que tu pouvais aller sur une île tropicale. Fait que les Américains n'étaient pas sûrs de quelle était l'allégeance de Fidel Castro, qui était un homme assez impressionnant. Je pense qu'il mesure 6 pieds 4. À l'époque, un homme de 6 pieds 4, t'en avais pas tant que ça. Un bonhomme qui sait parler. Fait qu'ils ont un peu suivi pendant les 3 ans sa guérilla, savoir est-ce que ça va être quelqu'un qui va être pro-américain ou autre chose. Et Castro, étant opportuniste, dès le début, s'est positionné comme indépendant. Les Américains ont pris peur. C'est vrai qu'il y a eu une main tendue envers l'Amérique, mais dès le moment, on savait qu'il y avait des gens comme Che Guevara dans sa gang qui étaient communistes, il y avait des gens de gauche. Alors, le pont avec les États-Unis s'est fermé et tout de suite, Castro s'est tourné vers l'Union soviétique, qui l'a accueilli à bras ouverts parce qu'ils se sont dit, enfin, on a un pied à terre. À 90 000 des côtes de Floride, on peut étendre notre influence dans la cour arrière des États-Unis. Fait que ça a commencé comme ça. Ça l'a très, très mal viré, surtout que Castro a nationalisé, comme tu as mentionné, les entreprises et qu'il y a plein de gens qui sont allés cogner à Washington disant je veux avoir mon argent, je veux avoir mon entreprise. Il faut que le gouvernement s'implique par rapport à ça. Ouais, mais tu sais, il aurait pu trouver un terrain d'entente bien avant au lieu de jouer à celui qui pisse le plus loin, là, tu sais. Moi, c'est un peu... En tout cas, c'est le même, je le vois de l'extérieur, tu sais, les États-Unis sont bien plus gagnants d'avoir Cuba de leur bord, puis d'essayer de on va tout trouver un terrain d'entente au lieu de faire comme non, on va faire un gros blocus, puis vous allez manger de la marde, tabarnak. Dès le début, ça a été un peu ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui a suivi? Ça a été l'invasion de la baie des Cochons. C'est ça. Là, tu avais Kennedy. JF Kennedy, il faisait pas longtemps qu'il était là. Et lui, tu sais, à l'époque, les gens n'avaient pas l'accès à la même information qu'on a aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on a accès sur les réseaux sociaux à tout. Lui, il se faisait briefer puis il s'est fait dire que ça allait bien se passer, l'invasion de la baie des Cochons. Ils ont pris des avions américains qui ont peinturé un avion civil. Ils ont débarqué à un endroit que les Cubains les attendaient depuis très longtemps. Il n'y avait aucune sécurité opérationnelle. Tout avait été dévoilé. Fait qu'ils ont été reçus. Puis je pense qu'il y avait des exilés cubains même dans la première vague. Ça l'a mal tourné. Et puis là, de facto, Cuba est devenu un ennemi des États-Unis parce que là, les États-Unis ont tenté de reprendre un pied à terre. Ça n'a pas fonctionné. Ce qu'on a su 1 an après, c'est la crise des missiles. Mais là, la crise des missiles, ça a été quand même très grave parce qu'il y avait des missiles soviétiques, je me souviens bien, avec des ogives nucléaires. Ils peuvent pas tolérer ça. Là. Non. Et puis, à l'époque, écoute, il y avait des avions espions qui avaient vu ça, qui avaient filmé ça. Puis là, il faut que je fasse un parallèle. À l'époque, on croyait le président des États-Unis quand il disait quelque chose. Ouais, c'est ça, parce que toute cette marde... de qu'est-ce que je comprends, j'avais écouté un autre documentaire sur la guerre au Vietnam, puis c'est vraiment à partir de la guerre du Vietnam que le peuple a commencé à douter de leurs dirigeants. De leurs dirigeants qui cachaient des choses. Mais exactement. avant ça, ils prenaient quasiment tout pour du cash. Mais il y a une anecdote qui est réelle, c'est que Kennedy, quand il a su qu'il y avait des missiles à Cuba, la crise des missiles, est allé voir des alliés, dont la France est allée voir De Gaulle, Charles de Gaulle, président qui n'était pas nécessairement pro-américain. Et Kennedy, ou en tout cas un de son secrétaire d'État, a dit « Je vais vous montrer des photos comme de quoi il y a des missiles ». Puis De Gaulle lui a dit « Non, quand le président américain parle, on le croit, j'ai pas besoin de voir les photos. Okay. » Tu t'imagines, depuis l'Irak, aujourd'hui, avec l'Iran, quand Trump dit 40 fois que tout est réglé,
Écoute, ça vient, on est mardi, ça vient de se régler, mais on a su que ça allait se régler quand l'Iran a avoué ou admis qu'il y avait vraiment eu des négociations, que tout s'était bien passé. Ouais. Parce que ça fait 40 fois que Trump dit que la guerre est réglée. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment eu une grosse évolution. Puis c'est le fun que tu parles du Vietnam parce que le Vietnam, il y a eu Nixon aussi qui a menti, le Watergate. Ben oui, Il y a eu tabarnak. plein d'événements que les gens ont commencé à comprendre que leur gouvernement leur ment constamment. Mais avant ça, ils pensaient pas que ça se pouvait, là. Ça se faisait quand même, T'sais. mais c'était moins prévalent. Avec Nixon, ça a été comme le paroxysme du mensonge. Tu sais, le Watergate, c'est qu'il a carrément mis des micros contre les démocrates dans leur hôtel pour les écouter, il a nié. Nixon n'a jamais été impeach, empêché. Il est allé sur le bord, il allait être empêché, et puis il a démissionné. Mhm. Mais quand on compare des fois Trump et Nixon, il y a des gros parallèles à faire. Niveau de corruption, niveau de centralisation du pouvoir. Fait que il y a vraiment des parallèles de l'époque des années 60 et 70 à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Ben, en même temps, tu sais, pour moi, démocrates ou républicains, ils sont tous pareils, là. Tu sais, Biden, là, c'était quand il y avait, je pense qu'il disait au FBI de faire en sorte de créer des fausses nouvelles à propos de l'ordinateur d'Hunter Biden pour que ça passe comme trop exagéré, là, Ouais. tu sais. Puis là, on s'est rendu compte après ça que même Zuckerberg, il disait que non, c'était vraiment une demande de l'administration Biden, là, Le tu sais. gros Fait que- problème de Biden, que je te dirais, c'est que les démocrates ont caché le fait que son état de santé s'était oui. détérioré En plus, de ça, façon tabarnak. incroyable. Comment je peux oublier ça, Carlis? Non, mais quand il y a eu le premier débat avec Trump, moi, je regarde les débats, Ah j'aime ouais. ça beaucoup. J'ai vu Biden arriver du côté droit de l'écran, se déplacer comme un vieillard qui s'en va à tâtons chercher de lutrin. Il a pointé le lutrin, comme en voulant dire « je m'en vais là ». Il a mis la main. Moi, j'ai dit « c'est fini ». Comme le débat n'aura pas lieu. Non, mais pauvre monsieur, mais il est clairement sénile. Et puis, pourquoi est-ce que le peuple le suit en même temps? Parce que son état-major le cachait constamment. Fait que le débat, pratiquement, il était fini après 15 secondes. Ouais. Parce que là, on s'est rendu compte, c'est un candidat que son état-major a caché, que ça se détériore. Et là, on voit ça, mais on imagine l'état cognitif aussi. Puis je veux pas te taper sur les personnes âgées, c'est normal qu'à un moment donné, l'état cognitif se Ben détériore. oui, si l'être humain, il est fait de même. Oui, mais là, tu es en charge des codes nucléaires, de la plus grande puissance au monde. T'es le chef esti du monde libre. On veut que ton intellect soit à 100%. Mais Trump montre les mêmes symptômes en ce moment de dormir pendant le UFC ou de dormir à différents endroits ou de carrément pas nécessairement être on the ball tout le temps. Fait que ça c'est un problème. Il y a un livre, je fais un parallèle, il y a un livre qui s'appelle « C'est malades qui nous gouvernent », qui a fait des études sur les derniers présidents français américains, Ah, qui sont vieux. des gens qui étaient malades et qui cachaient Ah, leur ok. maladie, comme, OK. mettons, Deuxième Guerre mondiale, FDR, Delano Roosevelt, était en chaise roulante. Tu ne verras ça sur aucune photo, là. Les Américains, à l'époque, ne savaient même pas qu'ils se déplaçaient pas en marchant, là. Fait que c'était carrément caché déjà. Hmm. Ouais. On va revenir avec, dans le fond, la première question que j'avais posée. On retourne à Cuba. Ouais, c'est ça. Tu as parlé des sanctions. Fait que tu veux-tu en revenir, mettons, puis détailler c'est quoi ces sanctions-là qui sont appliquées? Ça fait longtemps qu'il y a des sanctions sur Cuba. Dans le fond, il y a eu des sanctions depuis la Révolution. Après ça, les Cubains ont vraiment survécu grâce au financement de l'Union soviétique. Hein. Ils vendaient de la canne à sucre, il y avait du pétrole, ils vendaient à rabais et tout. Il y a eu une période très, très difficile. Moi, j'ai visité, on pourra en parler tantôt, des années 90, où ils ont appelé la période spéciale en espagnol. Ça veut dire la période que tout va mal. Mais les Américains ont toujours mis des sanctions sur les exportations, mais Trump, depuis janvier, a carrément bloqué le pétrole. Ça, c'est ça qui a fait toute la différence. Le pétrole qui sert à l'électrification, qui sert à finalement tout ce qui se passe. Les hôtels ont fermé depuis quelques semaines, quelques mois. J'ai un ami, moi, qui était là, je pense peut-être, mettons, au printemps. Ils ont commencé à regrouper les gens dans différents plus gros hôtels parce qu'il ne faut pas se permettre d'en garder 4-5 ouverts. Disons, il y avait une chaîne hôtelière. Les gens souffrent énormément. Mais les Américains, c'est un peuple très résilient. Pardon. Les Cubains, c'est un peuple très résilient parce qu'ils n'en sont pas à leur première crise. Hein. C'est pour ça que je te parlais des années 90. Ils ont souffert, ces gens-là, beaucoup. Fait qu'ils sont habitués. Mais là, depuis quelques mois,
on entend qu'il y a des manifestations à la Havane, des gens qui, avant, ne parlaient pas, parlent ouvertement contre le gouvernement. Dans le fond, tout ça, c'est le but des Américains, c'est de faire tomber le gouvernement. Mais moi, j'ai comme l'impression que ça va être comme en Iran. C'est si tu ne les aides pas réellement avec des aviseurs, avec des armes, avec du renseignement, avec de la logistique, tu ne peux pas espérer que des gens se soulèvent dans un régime autoritaire où, aussitôt qu'il y a un début d'association, comme si toi et moi, on s'associe, on associe un autre, on risque de tomber sur une taupe assez rapidement. Fait qu'il ne peut pas créer une opposition. Là. Non, ça, c'est le problème des régimes totalitaires comme la Russie, l'Allemagne nazie et tout, c'est qu'aussitôt que ton groupe s'agrandit, tu risques de trouver une personne qui va finalement travailler pour le gouvernement et tout dénoncer. Donc, il n'y a aucune possibilité d'association à Cuba. Donc, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de groupes qui peuvent se former et dire on va faire tomber le gouvernement. C'est trop dangereux pour eux, trop dangereux pour leur famille aussi. Quelles conséquences ça a le départ de ces chaînes hôtelières-là à Cuba? Les chaînes hôtelières n'appartenaient pas aux Américains parce qu'il y a un embargo depuis longtemps, mais il y a des chaînes espagnoles, beaucoup françaises exactement. Canadiennes. Oui, en fait, je ne sais pas si tu es déjà allé, mais il y avait des autobus de Montréal, la Société de transport de Montréal à l'époque. On a une grosse relation avec Cuba, surtout le Québec, plus que le reste du Canada. Ces hôtels-là, ben, ils sont un peu victimes de ce qui se passe. Ils ne vont pas s'en mêler nécessairement. Moi, j'ai vraiment l'impression que Trump étant ce qu'il est, il veut remplacer les chaînes espagnoles et françaises par des chaînes américaines à un moment donné. Il y a vraiment une mentalité de promoteur immobilier, de voir un terrain. C'est quand même une belle île. Je ne sais pas si tu es déjà allé, mais c'est une belle île. C'est un peuple extrêmement charmant. La température. S'il y avait un influx d'argent énorme, parce que moi, quand je suis allé, là, il n'y a pas beaucoup de nourriture à Cuba, à part dans les hôtels. Hein? Il n'y a pas de spécialité cubaine non plus, parce que les gens ne savent jamais qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Fait que Trump voit ça comme un peu qu'est-ce qu'il voulait faire à la Riviera Gaza, là. Reconstruire Gaza et mettre une chaîne d'hôtels. Ben, selon moi, son plan à long terme, ça serait de faire venir des investisseurs et de dire Varadero, on reprend ça, toutes les chaînes hôtelières. On reprend ça. Puis on rachète ça à petit prix. Oui, ben on se repaye sur qu'est-ce qu'on a perdu en 1960 qui a été nationalisé. Ben, à Radio-Canada, ben là, j'ai pas eu le temps de vérifier l'information, là, mais à Radio-Canada, il parlait déjà qu'il y a des proches de Trump qui essayent d'acheter Blue Diamond, là, qui est la filière canadienne hôtelière à Cuba. Là, tu sais, fait que... J'ai pas entendu ça, mais ça ne me surprend pas parce que les gens voient qu'est-ce qui s'en vient. Hein. Les Américains qui veulent investir se disent il va peut-être reprendre Cuba, peut-être que ça va réouvrir, peut-être que le gouvernement va tomber. Donc, si j'étais un investisseur véreux, je placerais mes pions, je commencerais à faire des plans d'affaires pour aller chercher un prime real estate à Cuba, exactement. C'est dommage parce que, même chose qu'en Iran, c'est toujours le peuple qui est pris entre deux feux. Les Cubains, c'est un peuple extrêmement pauvre, très résilient. Moi, dans la fin des années 90, il y avait encore les belles berlines américaines des années 50 qui rapiéçaient. J'ai fait un voyage de 2 heures où à chaque 50 km, il fallait que le chauffeur aille siphonner de l'essence d'un baril à un autre pour le faire passer dans le système. Ouais. Fait que c'est des gens qui sont extrêmement débrouillards, mais ils sont pris devant un gouvernement qui ne les écoute pas, qui n'a pas de respect pour eux, et pris avec un embargo qui fait que leur situation est très, très misérable. Je ne sais pas à quel moment que les Nations unies ou le monde entier va dire il y a une crise humanitaire à Cuba. Il y a des enfants, il y a des bébés qui meurent, parce que ça va arriver si ça continue. Oui. Ben, puis juste avant de passer à la crise humanitaire, quelles conséquences ont les sanctions économiques, le départ de ces chaînes hôtelières-là? Est-ce que ça faisait partie de l'économie de Cuba? Le tourisme fait vivre Cuba. C'est ça. Le tourisme. Moi, je suis allé, j'étais jeune vingtaine, des années 90. Je me sentais comme un dollar sur 2 pattes. J'ai trouvé les gens très sympathiques, mais malheureusement, ils me voyaient comme quelque chose qu'on peut siphonner du plus d'argent possible. J'étais juste jeune vingtaine, je n'étais pas un riche plus âgé. Fait que le tourisme est extrêmement important, mais par contre, c'est le gouvernement cubain, c'est le fameux GAESA, l'organisation pro-militaire, paramilitaire,
qui dérive cet argent-là. C'est un peu comme une mafia, hein? C'est un peu comme un parrain qui va dans les hôtels puis qui dit si tu veux garder ton hôtel ouvert, il faut que tu payes un certain montant au gouvernement. Les pauvres gens qui veulent avoir accès à des dollars, il faut qu'ils travaillent dans les hôtels. Donc, ils ont beau être médecins ou ingénieurs, c'est plus payant, mettons, d'être femme de chambre ou d'être concierge d'un hôtel, d'avoir accès à de l'argent, d'avoir accès à des gens qui donnent des pourboires. À l'époque, quand j'étais allé en fin 90, on avait amené des stylos, moi puis mon ami, des stylos pour donner et des t-shirts. Non, j'avais pas de savon, malheureusement. Je me suis mis à faire du troc avec les gens sur la rue dans des genres de marché aux puces et ils capotaient sur mes t-shirts. Puis là, je te parle pas à l'époque de Polo Vuarnet, là. C'était Festival de la bière, des vieux t-shirts Labatt. Festival de la poutine de Drummond. Et j'en avais un sac plein, puis je pensais qu'il allait faire le tour pour en prendre le meilleur, mais il prenait le premier sur le bord comme si c'était de l'or en barre, je te dis. Ouais. Et après une journée à la Havane à échanger pour des souvenirs, tout le monde venait me voir et disait demain, si tu as des savons, ramène des savons. T'sais, on a besoin de savon, on a besoin de stylos. La base, là. La base. Je restais dans une chambre privée avec mon ami, pardon. Pas dans un hôtel. Et puis, dans la douche, une douche carrée debout, là, je vois plein de shampoings et de savons en haut. J'ai dit, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas tant de shampoings que ça. Après 2-3 jours, j'ai manqué de shampoing, fait que j'ai pris les bouteilles, ils étaient toutes vides. Ils faisaient juste garder ça comme une décoration. Fait que, c'est vraiment... La vie est très, très difficile. Mais écoute, c'est une île tropicale, ils ont de la musique, des gens charmants, ils ont du sport. Les gens arrivent à être heureux quand même, mais ils ne sont pas libres. Hein. Tu le sais, ils n'ont pas le droit de quitter l'île. Ils voient très bien des gens arriver avec plein d'argent, des iPhones. Ils sont envieux. Et je te dirais que mon sentiment, quand j'ai quitté l'île, c'est des citoyens de deuxième classe dans leur propre pays. Ah, Seigneur, man. Ah, c'est épouvantable, d'entendre ça. Ben, c'est ça, la crise humanitaire, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, en ce moment, il y a une grosse pénurie de pétrole. Il y a même les chirurgies, des hautes chirurgies qui peuvent pas être faites. Fait que, tu sais, ça fait que le monde meurt. Il y a même le monde, ils n'ont pas d'école, tu sais, parce que là, maintenant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien. Oui, et il faut que tu comprennes aussi que un des rares succès de la Révolution cubaine, c'est la médecine cubaine qui était très reconnue et le système d'éducation. Et les Cubains se sont fait une fierté pendant longtemps. Hein? Oui, pour tous, oui. C'est communiste. Hein? Donc, le système médical, quand même très bien, standard d'Amérique latine, et le système d'éducation aussi. Mais même ça l'a tombé récemment. Ils n'ont pas de pétrole, pas d'ambulance, pas de véhicule, pas de génératrice, rien pour faire fonctionner les salles d'opération. Donc, les gens se disent, les seules choses qu'on exportait de la Révolution, parce que c'était vraiment exporté. Hein. Fidel Castro, à l'époque, envoyait des médecins cubains dans différents pays, parce que lui, à l'époque, il voulait exporter sa révolution. Il voulait vraiment amener les idéaux de gauche et d'extrême gauche. Donc, il amenait des médecins, il amenait des enseignants, des profs universitaires, des gens éduqués pour montrer comment ça se passait bien. Mais tout ça, quand tu dis que les écoles sont fermées, les hôpitaux sont fermés, il reste quoi aux Cubains? Puis, ces gens-là non plus, là, ça fait quand même 76 ans, là, ou non, 66 ans. Il n'y en a pratiquement pas un qui a connu la Révolution. Ou s'il l'a connu, il avait 14-15 ans. Fait que ces gens-là ne se rappellent pas comment c'était avant. Ils ont seulement connu le régime castriste depuis qu'ils sont nés. Là. C'est un autre moteur économique, ça aussi, la médecine. Ben là, avant qu'il y ait les embargos puis qu'il y ait la crise qui commence. Là. C'est surtout pour exporter, pour montrer, regardez qu'est-ce qu'on fait de bien. Ouais. Parce que les standards médicaux en Amérique latine ne sont pas les mêmes qu'en Amérique du Nord, mais eux avaient atteint des standards intéressants et envoyaient leur expertise ailleurs. J'ai travaillé sur Che Guevara, qui était le fameux Argentin Ernesto Che Guevara. Eux, ils avaient sorti une théorie à l'époque qui s'appelait le foyer. En espagnol, ça veut dire le foco. C'est qu'ils se disaient, on était comme un foyer qu'on a installé à une partie de l'île, puis on a embrasé l'île avec notre révolution. Okay? Ça, c'était leur théorie. C'était pas exactement comme ça que ça s'était passé. Eux, ils étaient débarqués, mais il y avait aussi des groupes communistes dans les villes qui fomentaient une révolution aussi. Mais la gang de Castro s'est donné tout le crédit. Et leur théorie est devenue ça.
Fait que Che Guevara, en 66, est parti en Bolivie, en plein cœur de l'Amérique du Sud. La seule raison pourquoi il l'a choisi, c'est parce que c'est en plein centre, pour établir un foyer puis embraser l'Amérique latine de sa révolution. Ça a mal viré pour lui, par exemple. En fait, ça a été ma thèse. Ça l'a très mal viré. Il n'avait pas choisi le bon endroit. Il ne parlait pas la langue, parce que c'est des Indiens quechua qui ne parlaient pas espagnol. C'était pas un pays qui était très, très mal en point en termes de politique. Les gens n'étaient pas contre nécessairement le gouvernement de Bolivie à l'époque. Fait qu'il s'est retrouvé dans la jungle avec un groupe de Cubains, de gens très, très motivés, de révolutionnaires. Ça a duré environ 1 an et demi, puis il a été abattu, littéralement a été tué par l'armée bolivienne et la CIA qui était présente. Mm-hmm. Ça s'est terminé. Il a écrit son journal que j'ai lu aussi. Ça a été la descente aux enfers. Fait que toute la théorie n'était pas vraiment bonne. Il a essayé de l'appliquer, mais ça s'est pas bien passé non plus. Mais tout ça pour comprendre que quand on dit que c'était une épine dans le pied, Cuba, c'est que Cuba essayait d'exporter sa révolution. Ne se contentait pas de tenir la plus grosse île des Caraïbes, mais voulait que ça se passe ailleurs en Amérique latine, puis avoir des alliés. Ils en ont eu finalement avec Chavez et tout, mais ça a pris du temps avant qu'ils réussissent à avoir des alliés qui étaient clairement alignés avec la Havane. Mais là, c'est plus le cas pantoute maintenant. Là. Non, mais là, tout ça a changé, mais Ouais. il y avait des gouvernements de gauche. J'étais analyste sur l'Amérique latine pour la défense pendant quelques années. Fait que tu avais Chavez, qui était très influent début des années 2000. Il y avait Rafael Correa, je pense en Équateur. Il y en avait plusieurs autres. Il y avait comme les chavistes, les gens qui se déclaraient de Chavez. Et Chavez se déclarait de Fidel Castro, donc c'était comme son mentor. Là, en fait, récemment, dans les dernières années, on voit des mouvements de droite radicale qui se développent en Amérique latine. Parce que l'Amérique latine, c'était le terrain de la gauche socialiste et parfois communiste. Hein. C'est très, très fort chez les Indiens, chez les indigènes, c'est le communautarisme. Là, on voit comme le pendule qui est allé dans l'autre sens, avec Javier Milei en Argentine, avec un autre au Nicaragua. Il y a eu l'ancien président du Brésil, il y a eu Lula da Silva qui est très à gauche, mais l'autre dont j'oublie le nom, là, qui était un pro-Trump, est très à droite. Fait qu'il y a comme un mouvement de balancier vers la droite en Amérique latine. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que le bal, il a commencé un peu pour Cuba, en tout cas, quand il y a eu l'opération sur Nicolas Maduro. Oui. C'est là que ça a commencé parce que eux, ils envoyaient du pétrole à Cuba pendant ce temps-là, mais là, une fois qu'ils ont enlevé Maduro, là, c'est là que ça a commencé à mal tourner. Hein. Mais comme on mentionnait, Cuba voulait se faire des alliés, surtout quand ils ont perdu l'Union soviétique. Donc, le pétrole du Venezuela, qui est une des plus grosses réserves au monde, ça servait à ça. Quand les Américains ont enlevé Maduro, ça s'est terminé. Le Mexique, qui est proche idéologiquement de Cuba, a offert d'amener du pétrole. Les Américains ont dit non, ils ont carrément bloqué. Le seul qu'ils ont laissé passer depuis janvier, à ce que je sache, c'est un pétrolier russe pour justement pas recréer la crise des missiles. Ouais. Parce que la crise des missiles, en 1962, là, il y avait un blocus, puis il y avait des bateaux, des navires soviétiques qui s'étaient approchés. On a passé... En fait, ça a été le plus proche d'une guerre nucléaire qu'on a passé dans toute l'histoire du monde pendant... Fait que là, quand le navire pétrolier russe est arrivé, les Américains l'ont carrément laissé passer. Ouais. Mais là, on parle de quoi? De dizaines de milliers de gallons ou de barils. Ouais, ça a donné un petit sursis. Là. Ça a donné un sursis. Et puis là, ben, c'est carrément le robinet est fermé, c'est à sec. Je sais qu'il y a de la contrebande qui se passe, mais j'ai appris récemment que, mettons, 1 litre de pétrole, c'est l'équivalent pour un Cubain d'1 mois de salaire en ce moment, sur le marché noir. Ça, j'imagine, c'est ceux qui sont bien payés. Oui, exactement. Parce qu'ils n'ont pas tous le même salaire. Là, ben, dans un système communiste, techniquement, ils ont tous le même salaire. Ouais. Donc, que tu sois ingénieur très avancé ou concierge, tu as le même salaire. Mais comme je le mentionnais tantôt, les gens qui veulent avoir accès à des dollars américains doivent travailler près des hôtels ou du tourisme. Sinon, écoute, à l'époque, c'était comique. En 98, il y avait le peso cubain, il y avait le dollar américain, puis il y avait un genre de dollar de touriste qui avait été créé, qui était un argent de Monopoly. Genre un jeton. Là. Ben, c'était comme des papiers, mais c'était l'équivalent d'un dollar américain, mais en peso cubain. Mais c'est drôle parce que moi, je voyageais, j'étais pas dans un hôtel, on voyageait avec backpack, je parlais assez espagnol, me débrouiller.
les gens, quand je demandais pour payer, peu importe la devise, ils disaient toujours pesos, OK, un peso. Fait que je m'essayais en premier avec des pesos cubains, ça passait pas parce que c'était comme un centième de l'autre. Ouais. Là j'allais au peso convertiblé, l'argent de touriste. Puis en dernier recours, je payais avec de l'argent américain. Ça m'est arrivé de réussir à payer de l'argent cubain. Les gens n'étaient pas heureux, mais ils avaient dit, mettons, 7 pesos. Moi, j'avais dit, non, c'est pas 7 dollars, ça va être 7 pesos cubains. Puis pourquoi que les autres pays, tu sais, mettons, tu sais, à l'international, pourquoi qu'ils aident pas les Cuba, tu sais, puis quelles vont être les répercussions s'ils le font, tu sais? Ben, on en revient à la doctrine Monroe, qui est devenue la doctrine Donroe avec Donald Trump. Il s'est donné ce nom-là. Il ne veut pas que l'Europe, surtout, intervienne en Amérique latine. Alors, tu as un pays comme l'Espagne qui est assez proche idéologiquement, historiquement, la langue et tout, mais ils ne veulent pas se mettre Trump à dos. Déjà que l'Espagne s'est mis Trump à dos pendant la guerre en Iran en refusant d'utiliser certaines bases pour les Américains. Mm-hmm. La doctrine que l'Amérique appartient aux Américains, malheureusement, c'est un fait de l'autre côté de l'Atlantique. On ne veut pas s'en mêler. La Russie, si tu regardes la Russie, la Chine, moi, ma théorie, c'est que les Russes, les Chinois et Trump ont un peu divisé le globe, où ce que la Russie dit, moi, je fais mes choses en Europe sans qu'on me dérange. La Chine s'occupe de l'Asie-Pacifique et l'Amérique dit, l'Amérique est à moi. Donc, on ne verra pas les Russes ou les Chinois débarquer à Cuba. Et les pays qui étaient alliés, Venezuela, ça ne marche plus. Mexique a assez de problèmes avec Washington, ne le feront pas. Il reste l'Espagne, quelques pays européens. Mais tu sais, comme on a le sommet du G7 en ce moment, là, le niveau de lichage qu'on fait sur Trump en ce moment en Europe, là, c'est assez élevé. Là. On essaye tous d'être de son bord puis d'essayer de l'amadouer. Donc, il n'y a personne qui va s'opposer à ce qui se passe à Cuba, malheureusement. Le Mexique n'avait pas essayé d'envoyer des médicaments, je pense, aussi. Mais le Mexique constate une crise humanitaire, pétrole, médicaments et tout. Mais tu sais, la présidente mexicaine a joué un jeu d'équilibre entre essayer de faire avancer ses propres intérêts, aider ses alliés et ne pas se mettre Trump à dos. Les Américains, tu sais, juste sur la frontière mexicaine, les Américains, le fameux mur, puis vouloir intervenir, puis amener de l'aide qui n'est pas la bienvenue. Le Mexique deal avec ça jour et nuit, de comme repousser l'aide américaine qui voudrait rester en place. Fait qu'évidemment que Cuba n'a jamais été aussi isolé de toute son histoire depuis Castro. Tu as parlé de peut-être des négociations aussi qu'il y a eu peut-être entre les deux pays. Oui, il y a eu des négociations de haut niveau. Là, c'est particulier parce que c'est le département d'État aux États-Unis qui doit envoyer des diplomates de carrière pour négocier, normalement. Donc, Marco Rubio et son état-major. Ils ont envoyé le directeur de la CIA, John Brennan. Pourquoi? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, c'est rare que le directeur de la CIA se présente comme un représentant américain à l'étranger, à part pour faire de la magouille, on s'entend, là. Fait qu'il est allé parler avec eux. Le plus haut dirigeant américain général qui s'occupe de l'Amérique latine est allé parler. Dans le fond, c'est un peu la carotte et le bâton. Hein. On promet des choses, mais on menace de faire tomber. On menace de faire tomber le président parce qu'il représente la suite de Castro. Ce qui est particulier aussi, c'est que on a discuté avec le petit-fils de Raúl Castro, le frère de Fidel. Raúl Castro n'est plus au pouvoir. C'est Díaz-Canel qui est là. Le petit-fils de Raúl Castro tire encore les ficelles beaucoup. La famille Castro, le nom est extrêmement important. Mais les exilés cubains de Miami, mettons, il y a 10 ans ou 15 ans, de savoir que le gouvernement avait négocié avec un Castro, ils auraient déchiré leur chemise, il y aurait eu des émeutes à Miami, parce que pour eux, c'est le diable. Ces gens-là ont quitté, ont tout perdu, détestent, c'est eux qui votent pro-républicains, qui veulent que les choses changent. Mais là, parce qu'ils voient un candidat comme Trump aller dans le sens qu'ils veulent, ils tolèrent beaucoup plus. Donc, ils tolèrent des discussions avec Castro. Moi, ce que je vois, c'est une campagne pour faire peur. Ils ont sorti que Cuba avait des centaines de drones qui pourraient attaquer Key West, qui pourraient attaquer la Floride, qui pourraient attaquer Guantanamo.
on s'entend que Cuba, en ce moment, est sur un pied de guerre, mais surtout pour se défendre. Hein. Ils vont pas commencer à aller piquer l'ours pour dire je veux vraiment me faire attaquer. Là. Fait que, ou gérer les crises internes. ouais, aussi, mais c'est surtout pour dire on a quelque chose si jamais vous voulez nous envahir. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Les Cubains sont sur un pied de guerre, mais défensif. Parce qu'eux aussi, ils jouent un peu là, comme l'Iran, là, la bravoure de dire si vous venez, ça va être l'enfer, on va vous piéger et tout. Là, mais je veux dire, les Américains ne feraient qu'une bouchée de l'armée cubaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça va être assez pour faire tomber le gouvernement? C'est comme en Iran. On peut détruire leur marine, on peut détruire leur aviation. Le gouvernement est encore en place. Et j'ai peur que ça soit la même chose, c'est qu'on frappe de façon inutile, sans aider une opposition locale, sans amener les gens à se révolter. Parce que les Américains n'ont pas bonne réputation. Là. Je veux dire, les gens ne vont pas les accueillir comme des sauveurs du haut du ciel. Là. C'est le pays qu'ils détestent depuis des années, depuis au moins 60 ans. As-tu peur qu'il y ait des bottes au sol? Je pense pas que Trump veut ça. C'est toujours la plus grosse décision en temps de guerre, c'est d'envoyer des troupes au sol. Parce que les risques de perte sont beaucoup plus élevés. Il faut les ravitailler. Ils sont menacés. Moi, j'ai l'impression que les Américains, passe-moi l'expression, mais sont bandés sur leur suprématie aérienne depuis trop longtemps, de dire, on bombarde, on fait shaker les fondations, le choc en a, puis tout d'un coup, de façon magique, tout tombe, tout se replace, il n'y a pas de power vacuum. Comprends-tu? C'est les leçons qu'on a apprises depuis 30 ans, mais il y a comme une illusion que la suprématie aérienne, le bombardement du haut des airs fait changer les choses. Ça s'est pratiquement jamais passé depuis la Deuxième Guerre mondiale, même avec le Kosovo, où il y a eu beaucoup de bombardements. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça prend, sinon des troupes au sol, au moins des aviseurs CIA, forces spéciales en civil, qui amènent une cohésion, qui force les gens à travailler ensemble, qui amènent du renseignement, qui indiquent qu'est-ce qui va se passer du côté américain pour qu'eux soient prêts à prendre le relais quand c'est le temps. Mais sinon, ces gens-là, ils sont complètement dans le noir. Là, ils ne vont pas savoir c'est quand le meilleur moment pour faire tomber le régime castriste. Il pourrait-tu avoir sinon aussi... peut-être un autre Maduro 2.0, une opération comme qu'ils ont fait? Bien, selon moi, Raúl Castro est déplacé régulièrement. À chaque nuit, il doit être déplacé parce qu'ils ont peur que ça se passe. Là, il y a deux choses. C'est que Maduro, il a 94 ans. C'est peut-être pas la meilleure affaire de prendre un homme de 94 ans. Et deuxième chose, c'est... Tu veux dire Raúl Castro? Raúl Castro, pardon, Raúl Castro, excuse-moi. Et, j'ai perdu mon deuxième point, mais l'effet de surprise ne sera pas là. Ouais, c'est ça, Raúl Castro, 94 ans, c'est assez fragile. Non, il est vieux en crise. Hey, est-ce qu'il meurt dans le transport, c'est peut-être pas une bonne chose. L'effet de surprise ne sera pas là non plus. Personne ne s'attendait. Tu sais, moi, je suis beaucoup la situation. C'est arrivé en pleine nuit, puis quand je me lève le matin, je regarde mon téléphone. 3 janvier. Oui. Ils ont kidnappé Maduro. Et ça s'est passé à 1h45. Ça a pris tout le monde par surprise, y compris les Vénézuéliens. Puis par rapport à ça, par rapport à Cuba, il y avait une trentaine d'aviseurs ou de soldats cubains qui s'occupaient de la protection de Maduro qui ont été tués dans leur raid aussi. Fait que Cuba a une dent contre les Américains par rapport à ça aussi. Fait que c'est forcé d'admettre que sûrement Raúl Castro est déplacé constamment. Le président probablement aussi. Parce qu'on a peur qu'en pleine nuit, il se fasse enlever et que là, justement, les Cubains se réveillent et se disent le régime peut-être est tombé. Mais encore une fois, enlever Maduro, ça n'a pas fait tomber le régime. Pas du tout. Ils ont pris la numéro 2 puis ils l'ont mis en place puis ça a continué. Mais il y avait, par exemple, beaucoup d'ententes en amont là, pour faire que... Il y avait un plan de s'ils capturaient Maduro, eux allaient prendre la relève, puis eux qui allaient être plus favorables aux États-Unis. Là. Ils ont négocié très rapidement avec Delcy, sa numéro 2. Ça a pris beaucoup de gens par surprise, comment qu'elle a laissé tomber son ancien supérieur assez rapidement. Je pense qu'en Iran, ils voulaient faire la même chose. Quand ils ont frappé la première journée... Ils ont tout tué. Là, c'est parce qu'ils ont tué la deuxième vague, la troisième vague. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai travaillé des forces spéciales, puis quand tu fais du ciblage, tu identifies le chef, les numéros 2, les numéros 3, qui est en ligne, ben, ils ont frappé tellement fort qu'ils ont
ils ont frappé les numéros 2 et 3, se sont trouvés avec des gens qui étaient tellement bas dans la liste qu'on ne savait pas c'est quoi leur allégeance. Ouais. Ils se sont trouvés avec des gens radicaux aussi. Encore plus craqués. Exactement. Fait que ça n'a pas nécessairement été une bonne chose. Non, c'est ça. Puis c'est quoi les espoirs du peuple cubain, tu sais, parce que eux autres, tu sais, c'est quand même, tu sais, sont pris, esti, avec des États-Unis qui veulent expandre leur impérialisme, puis avec un gouvernement dictateur, très élitiste, tu sais, qui garde le peuple très pauvre, là, tu sais, fait que c'est très corrompu aussi, tu sais, fait eux autres, c'est quoi leur espérance, moi, de qu'est-ce que je comprends, leur espoir, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est du changement, mais sans l'ingérence américaine. Ben, c'est une très bonne question parce que effectivement, on veut que les choses changent à la Havane, comme on voulait que les choses changent à Téhéran. Mais c'est encore une fois le problème, c'est la manière de s'y prendre des Américains. Moi, avant l'attaque en Iran, j'avais écrit, parce que j'avais travaillé avec des gens qui étaient de là-bas, qui me disaient, ça va prendre des bombes américaines. On en est rendu là. Ça va prendre de l'aide extérieure. J'espérais que les Américains avaient un plan qui était crédible. Mais dès la première journée, en Iran, ils ont tué 175 fillettes. Ils ont frappé une école. C'est dur de se déclarer libérateur d'un pays quand tu tues de la dernière génération qui vient de naître. Bien, Cuba, j'ai peur que ce soit la même chose. Je ne suis pas contre la pression par rapport au gouvernement, vouloir faire changer les choses. Mais le fait d'asphyxier le peuple, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parce que les dirigeants, là, ils n'en manquent pas de pétrole et d'électricité, je l'ai mentionné au début. Hein. Mm-hmm. C'est le peuple qui souffre, encore une fois. Si tu bloques les avoirs de Gaïssa, des dirigeants, si tu leur causes la difficulté, c'est une bonne chose. Mais on part tellement de loin en faisant souffrir le peuple en disant « Voulez-vous souffrir encore longtemps? » Même si la réponse est non, là, c'est quoi les moyens qu'ils ont pour prendre le contrôle? Un zéro puis une barre, carrément. Mm-hmm. Ces gens-là ne peuvent pas s'associer, n'ont pas d'armes, ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Les gens au pouvoir ont des millions, si ce n'est pas des milliards, ont de l'armement, des connaissances, ils se protègent entre eux. Fait qu'il faut continuer à mettre de la pression, mais sur les dirigeants cubains, surtout en gelant leurs avoirs et en leur permettant pas d'avoir accès à leur argent. C'est probablement la meilleure solution en ce moment. Et de continuer à faire de la diplomatie avec eux, mais c'est toujours en la diplomatie, c'est la carotte et le bâton. Moi, j'ai l'impression que Trump est très excité par sa puissance militaire, qu'il a vu aller avec Maduro, qu'il a vu aller en Iran, et aimerait l'utiliser juste parce que c'est là, sur la table. Et puis là, la fenêtre d'opportunité, j'avais toujours dit après la fin de l'Iran. Là, l'Iran semble se régler. On n'est pas certain, là, on n'est pas encore à la signature vendredi en Suisse. Ouais, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Surtout pas avec Donald. Parce que lui, il l'a déjà vendu. Ouais, c'est ça. Mais si ça se règle, selon moi, l'attention va rapidement se diriger vers Cuba. Puis, ça reste-tu d'arriver, ça, en Iran? Tu sais, c'est quoi leur capacité, eux autres, à pouvoir continuer à tenir tête aux États-Unis? Ben, l'Iran a réussi à tenir tête quand même. Mm-hmm. En fait, en détenant le détroit d'Ormuz, vraiment, ils tiennent les États-Unis par les couilles et l'économie mondiale. Et ils le savent. Mais pas à long terme, par exemple, tu sais, parce qu'à un moment donné, ils vont finir par créer des alternatives ou des... Ça va prendre du temps. Ouais, Écoute, mais je veux 3000 dire- pétroliers ouais, par c'est jour. ça. On est rendu peut-être à Ouais. 1 ou jusqu'à 200 maximum. Là. Mais moi, qu'est-ce que je voulais dire, puis excuse, je vais me corriger moi-même, là, c'est que je veux dire, c'est, tu sais, plus longtemps qu'ils tiennent ça, bloqué, le territoire, Ouais. le détroit d'Ormuz, ben plus longtemps que les autres vont vouloir faire à créer d'autres chemins alternatifs, puis fait que là, ils vont se ramasser avec leur poigne sur les couilles, ils vont être de moins en moins fortes, là, tu sais. C'est À vrai, long terme, à c'est long vrai ce que terme. tu dis parce que tu sais, les pays qui produisent du pétrole, bon, il y a Venezuela, les États-Unis, la Russie, le Moyen-Orient. C'est certain que les pays en ce moment cherchent à diversifier leurs partenaires économiques. Mais tu sais, j'avais écrit un article là-dessus. Le pétrole ne s'équivaut pas partout. Hein. Le pétrole du Moyen-Orient, c'est du pétrole léger qui prend une certaine forme de raffinerie. Le pétrole de Venezuela, c'est des raffineries lourdes et tout. Tu peux pas tout changer ton infrastructure du jour au lendemain en disant j'allais acheter chez un, je vais aller acheter chez l'autre. Ça se fait pas comme ça. Faire sortir, puis là, c'est pas juste le détroit d'Ormuz, mais c'est tous les pays du Golfe Persique. Hein. Ouais, c'est ça, là.
l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, par contre, a d'autres chemins pour sortir son pétrole. Mais même, juste comme on parle de la réouverture du détroit, c'est pas comme si on levait la barrière. Non, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre du déminage, ça va falloir que les assureurs aient confiance qu'ils peuvent assurer les bateaux, ça va prendre des escortes. Ça en prend juste un qui reçoit un tir de missile ou un drone sur le côté pour que ça se referme encore, parce que c'est pas des navires de guerre, là. C'est des civils. C'est des civils qui sont là-dessus. Ils sont pas armés, ils tiennent à leur vie. Et puis les assureurs à Londres, aussitôt qu'il y a un navire qui est bloqué, qui est en danger, eux perdent des millions, fait qu'ils vont arrêter de payer. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas un pays qui traverse. Pas un pays qui traverse. Puis les assurances ont monté énormément, là. Fait que là, c'est ça. C'est ça que tu dis. Ça va prendre... tu dis qu'on risque de voir ça se développer quand que les États-Unis vont finir... ils vont régler la guerre en Iran. Ils vont s'occuper du dossier à Cuba. Ouais. C'est ça que tu crois qui va arriver? C'est un peu comme si la situation descend en Iran puis la situation monte à Cuba. Évidemment, c'est pas les mêmes états-majors. Hein, je t'en ai parlé. Il y a un général qui s'occupe de l'Amérique latine, un autre. Les généraux qui s'occupent de l'Amérique latine ont des plans préparés d'avance. Ils attendent juste le go, dans le fond, du président. Mais le président, je pense pas qu'il obtienne une grande victoire en Iran. Là. On n'a pas les termes de ce qui va être signé, là, mais on parle qu'il a payé très, très cher pour son entente. On parle que peut-être le nucléaire iranien n'est pas réglé. Il veut une victoire avant les élections de mi-novembre. Est-ce que Cuba, c'est la prochaine crise qui pourrait lui donner une victoire? Selon moi, si j'étais dans sa tête, il se dit qu'à l'étranger, c'est peut-être le pays le plus facile à prendre. Livrer une victoire pour son peuple, pour les pro-républicains en Floride, puis c'est comme raviver la flamme MAGA républicaine, peut-être convaincre des gens que finalement, il réussit des choses à l'étranger, ce qui est plus ou moins douteux, mais dans le fond, il essaie toujours de spinner en qu'est-ce qui se passe. Fait que selon moi, si j'étais Cuba, là, plus la crise en Iran dure longtemps, mieux c'est pour eux. Hein. Parce que si ça se règle, disons d'ici la fin juin, là, je pense qu'on va parler d'un été cubain juillet-août, certainement. Ah ouais. En plus, excuse-moi, avec ça, le fait que la chaleur monte, il fait très chaud à Cuba l'été, là, pas d'air climatisé, pas d'électricité, là. Il y a des gens qui vont commencer à en avoir... suffoquer. Exactement, ils vont en avoir ras-le-bol, puis ils vont peut-être essayer de faire bouger les choses aussi, là. Mm-hmm. Ben, c'est ça, il y en a qui disent que le peuple cubain, c'est un peu comme les Québécois, là. Ils sont très chaleureux, ils n'aiment pas la chicane, puis ils veulent pas trop sortir dans les rues non plus, là. Non, ben ils peuvent pas sortir dans les rues non plus. Hein. Moi, quand je suis allé à La Havane, comme je te dis, jeune vingtaine avec un sac à dos, je voulais parler à des gens sur la rue. Je n'étais pas dans les hôtels, les grands hôtels. Je restais dans des maisons, dans des chambres. Et il y avait des gens qui venaient me parler, mais comme des gens traqués, là, qui regardent à gauche puis à droite, avec des policiers de l'autre côté de la rue qui nous regardent intensément en voulant dire « Je te vois en train de parler avec un étranger. » Fais attention à ce que tu dis. Je vais aller te parler, et je l'ai vu physiquement. À un moment donné, j'ai quitté quelqu'un, puis un policier qui est allé parler avec la personne. Tu sais, pas pour l'arrêter, mais pour faire comme... La personne le sait qu'elle n'a pas d'affaire à parler aux étrangers. Puis continue d'intimider puis d'imposer le récit. C'est un régime dictatorial. Il y a des gens qui sont emprisonnés pour leur choix politique. C'est aucunement respectable, ça. Non, pas du tout. Hey, Éric Sauvé, merci beaucoup. Gros merci, pour vrai, c'était super cool, je le répète. Ancien officier des Forces armées et PDG de Innovigo. Ouais. Un gros merci d'être venu aujourd'hui nous parler. Puis il y a une autre annonce aussi que tu voulais faire, que tu vas te partir ton propre podcast, puis je vais te laisser nous en parler. J'apprécie beaucoup. En fait, je vais faire l'enregistrement tout de suite après. Fait que c'est ça. Le podcast s'appelle La Boussole stratégique. Ça va parler de géopolitique, défense et sécurité. Donc, un peu qu'est-ce qu'on vient de parler là, mais aussi tout l'impact sur nos politiques de défense canadiennes, l'état de notre armée. Là, quand je parle armée, aviation, marine, vers où on s'en va. Fait que j'ai quelques bons noms d'aligner déjà. Là, ça va me prendre des sponsors. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, les premiers épisodes vont sortir bientôt. Puis ça va être disponible où? Sur YouTube? Là, je me fie à mon garçon qui est mon spécialiste des médias. Bon, OK. Bon, si tu as des questions, tu m'approcheras. YouTube, Spotify, Apple Podcast. OK. Je suis en train de créer mes réseaux pour ça. Bon, parfait. Fait que répète le nom encore une fois. La boussole. La boussole stratégique. OK. C'est supporté. Tu fais ça avec
quelqu'un d'autre aussi? Ben, je le fais moi-même, mais c'est supporté par Justin Massy, professeur de politique à l'UQAM, qui est le directeur du réseau d'analyse stratégique. Donc, on s'est parlé, il me supporte, va chercher à trouver des gens pour financer aussi. Parce que comme tu le sais, ça prend un peu d'équipement, un peu de travail. Ben oui, à qui le dis-tu? Exactement. Fait que moi, je compte en faire le plus possible. Je me suis associé avec un studio. Il y a un studio à Ottawa, il y en a 3 à Montréal. Je pense qu'il y en a un à Toronto. Fait que je peux me déplacer puis aller rencontrer des gens à différents endroits. Ah, c'est très cool. Ben, je suis impatient de voir ça. Fait qu'un gros merci encore une fois. Merci Éric beaucoup, Sauvé, c'est super intéressant. Le monde aussi peuvent te suivre sur ta page Facebook. Tu es quand même très actif. LinkedIn, je pense. LinkedIn aussi, ouais. LinkedIn, je me garde une petite gêne, mais sur ma page Facebook, vous pouvez savoir qu'est-ce que je pense en général. Bon, ben parfait. J'invite le monde à aller te suivre. Puis moi, je vais te dire aussi un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui commanditent encore une fois ce beau podcast-là. Et ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast que le monde peut se procurer au site procafetière.ca. Utilisez le code promo JER20 puis vous allez avoir 20% de rabais sur la poche de café du WhatsApp. Puis je vous encourage tout le monde à aller les voir. Pour vrai, ils sont super cool. En plus d'encourager un podcast local comme mien qui m'aide à pouvoir continuer le podcast, ils offrent des super services, des super produits. Allez checker qu'est-ce qu'ils font. Faites vos commandes sur Internet. C'est sécuritaire, c'est rapide. Puis, c'est ça. Fait qu'un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Puis, j'aimerais dire aussi un gros merci à tous mes abonnés Patreon. Hein, si vous voulez m'aider à continuer à financer ce beau projet-là, ce beau podcast-là, je vous encourage à devenir membre au patreon.com/whatsapp-podcast. Allez, il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres. C'est pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Ça vous donne accès à tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Et vous avez accès au podcast sans publicité. Fait que un gros merci tout le monde. C'est super apprécié. Encore une fois, gros merci Éric. Puis on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Salut! Ciao, ciao!